Bienvenue au musée de la BNF. Je suis Emmanuel Coquery, le directeur du musée de la BNF, qui vous présente donc à partir de la première salle du musée un échantillon de ces trésors que conserve la BNF, qui est comme un écrin pour remplir la métaphore joaillère qui est de circonstance ce soir, de nos millions de pièces de collection. Alors on n'a pas des millions de bijoux, mais quelques salles présentent les plus belles pièces, et dans les salles antiques dans lesquelles nous nous trouvons, la salle des colonnes, on en a quelques exemples à travers des camées montées d'orfèvrerie à l'époque moderne. Donc des collections de bijoux, mais aussi des collections à la BNF d'études qui présentent à travers des photographies, des estampes, des livres, la possibilité d'étudier, de dater toutes ces pièces. Un écrin qui est un écrin récent, qui a été inauguré il y a à peine 2 ans, après une longue histoire, parce que la Bibliothèque nationale, ou la Bibliothèque royale à l'époque, a été ouverte au XIVe siècle, mais dès le XVIIIe siècle, le public, des amateurs, pouvaient venir étudier ces pièces, ces trésors monétaires, trésors précieux, les bijoux et toutes sortes de manuscrits. Et depuis 2 ans, donc, dans cet écrin renouvelé, le grand public peut, lui, découvrir toutes ces merveilles. Alors, nous sommes ravis d'accueillir l'École des Arts Joailliers, d'avoir travaillé ensemble à un grand dossier présenté dans notre site de diffusion culturelle, de médiation qui s'appelle Les Essentiels, qui vous offrira donc une panoplie de supports, podcasts, vidéos, articles qui ont été préparés conjointement avec l'expertise de l'École des Arts Joailliers et l'expertise de notre service multimédia dans toute la production, la recherche d'iconographie, la mise en forme, qui, je crois, en font un dossier exemplaire pour tous les amateurs de joaillerie et de littérature, puisque, évidemment, nous avons voulu lier les 2 pôles de notre bibliothèque, qui n'est pas qu'un rassemblement de livres comme toute bibliothèque, mais donc aussi un trésor, un musée d'objets, et les 2 permettaient de relier la dimension imaginaire, littéraire du bijou et sa réalité. Bonsoir à tous, je suis Emmanuelle Amiot, responsable de la recherche à l'École des Arts Joailliers. Alors tout d'abord, je voudrais dire un grand merci à Emmanuel Coquery de nous accueillir dans ce lieu absolument fantastique, magnifique, que je vous invite évidemment à visiter quand vous aurez le temps. Merci aussi pour ce partenariat scientifique avec l'école. L'École des Arts Joailliers, créée en 2012 avec le soutien de Van Cleef & Arpels, et dont la mission essentielle est de mettre à la portée du public la culture joaillière. Alors, en ceci, nous rejoignons les ambitions des Essentiels, c'est-à-dire faire de la culture une porte ouverte à tous, sans prérequis. Ce dossier dont la page effectivement de garde sur le site de la BNF apparaît maintenant sous vos yeux et qui est magnifiquement illustré et qui donc incarne pour nous ce soir aussi cette conférence sur les correspondances artistiques, écrire le bijou. Alors cette collaboration scientifique a aussi commencé grâce à Charline Coupeau, qui est la chercheuse qui a mené ce chantier en partenariat avec Constance Esposito à la Bibliothèque nationale de France. Charline qui a approché un sujet extraordinairement vaste sous 3 angles, à savoir le bijou dans la littérature dans le bijou et les rencontres autour du bijou. Alors, pour finir, je voulais souligner quand même à quel point littérature et bijoux sont finalement assez proches. D'une part parce que beaucoup d'auteurs considèrent que le mot est un joyau, que la phrase est à ciseler comme un bijou, et si l'on se place du point de vue inverse, le bijou est une forme qui apparaît comme la première forme artistique, la première forme même de culture humaine, et en quelque sorte, qu'est-ce qu'une forme ou un signe qui fait sens, sinon une forme, je dirais, qui annonce l'écriture. Nous laissons la parole à Charline et à Patrick Madlazowski.
Bonsoir à tous, merci d'être parmi nous ce soir dans ce très bel écrin qui est la Galerie des Colonnes. Merci à Emmanuel Cockry et Emmanuel Amiot pour cette introduction. Je suis ce soir accompagnée de Patrick Waldelazowski, professeur émérite en littérature du XVIIIe et XIXe siècle, auteur et essayiste. Et on va pour ce soir, vous proposer un temps d'échange autour, vous l'aurez compris, d'une thématique qui est chère à l'école depuis maintenant plusieurs années, qui sont ces correspondances entre le bijou et la littérature. L'idée de ce soir, c'est de vous faire voyager à travers le temps, à travers les bijoux, les gemmes et la littérature. Faut savoir que quel que soit finalement le genre littéraire, que ce soit les contes, les romans, les mythes, les poèmes, les nouvelles, le bijou est présent, le bijou ou les gemmes sont présents au sein du texte, au sein de la trame narrative. La littérature fait le bijou. On a du coup un bijou qui va participer au mystère, qui va participer à la fascination. Et puis, quand le bijou est plus discret entre les lignes, quand il est à la marge, il participe quand même à la création d'un imaginaire et également au développement du récit et de l'aventure. Donc ce soir, on a décidé d'honorer le texte, de mettre en résonance aussi le texte et l'image. Mais voilà, c'est vraiment cette idée d'aller honorer le texte à travers aussi la lecture de certains extraits, notamment de classiques de la littérature française, puisque on a essayé d'aller piocher quelques exemples qui nous permettront de montrer, de voir comment les bijoux et les gemmes participent finalement à tout un univers de signification, de sens, comment ils créent la magie et puis ils prolongent aussi parfois même le plaisir de la lecture. Donc on ne pourra pas, vous l'aurez compris, être exhaustif ce soir sur un tel sujet, sur une telle thématique, mais voilà, on va venir puiser sur un court panorama, un court répertoire de textes. Et on va commencer, si vous le voulez bien, avec la période du Moyen-Âge, qui est un moment où va voir se développer le mouvement courtois. Le mouvement courtois, c'est bien évidemment la délicatesse, la passion du chevalier au service de sa dame. C'est une période aussi qui est marquée par le merveilleux. Et on a notamment le développement de toute une littérature qui va s'intéresser aux propriétés des pierres précieuses, ce qu'on va retrouver en fait avec ce qu'on appelle les lapidaires. Ces lapidaires en fait vont développer tout un discours sur les vertus magiques des pierres précieuses, ce qui va inspirer finalement la littérature courtoise et notamment les romans de chevalerie dans lesquels on va retrouver du coup, un certain type de bijoux que sont les anneaux. Et sur ces anneaux, on va voir des pierres, des gemmes qui sont parfois magiques. Est-ce que, Patrick, vous pourriez nous éclairer sur une œuvre en particulier de cette période qui fait écho aux notions que je viens de développer à l'instant?
Alors absolument, Charline, les romans de chevalerie sont extrêmement riches du point de vue de cette puissance de l'imaginaire, du point de vue de cette puissance magique que va développer le bijou et que va développer tout particulièrement l'anneau. C'est que l'anneau, c'est que le bijou lui-même est d'une certaine façon absolument, essentiellement romanesque. Et l'extrait qu'on a choisi, tous les deux, c'est un extrait de Lancelot ou le chevalier à la charrette, qui est écrit à la fin du XIIe siècle par Chrétien de Troyes. Je vous lis tout de suite le texte dans lequel, vous allez voir, l'anneau joue un rôle majeur. Mais celui dont je dois surtout vous parler portait un anneau à son doigt, dont la pierre possédait un pouvoir tel qu'aucun enchantement ne pouvait lui résister quand on l'avait regardé. Il met donc l'anneau devant ses yeux, fixe la pierre et dit « Dame, dame, que Dieu me vienne en aide, j'aurai maintenant grand besoin que vous puissiez m'aider. » La dame en question était une fée qui lui avait donné l'anneau et l'avait élevé dans son enfance. Il avait en elle la confiance absolue qu'en quelque lieu où il se trouve, elle lui porterait aide et secours. Mais il voit bien par son appel et par la pierre de l'anneau qu'il n'y a ici aucun enchantement et il faut bien reconnaître qu'ils sont bel et bien enfermés et emprisonnés. Merci Patrick pour la lecture donc, de ce premier extrait. À son écoute, du coup, j'ai envie de vous demander pourquoi l'anneau ? Pourquoi l'anneau est aussi présent au sein de la trame narrative en fait, des romans de chevalerie, puisque voilà, on le retrouve dans l'extrait que vous venez de nous partager, donc des aventures de Lancelot, mais on va retrouver aussi cet anneau, donc, notamment dans un autre roman de Chrétien de Troyes, donc les aventures d'Yvain, chez Béroux, le XIIe siècle, hein, avec Tristan et Iseut, dans l'histoire quelque peu oubliée, l'histoire d'amour hein, donc d'Idoine et d'Adamas. Qu'est-ce qui nous dit cet anneau en fait au sein du texte ? Charline, tous les exemples que vous venez d'évoquer, qui sont effectivement extrêmement nombreux, témoignent finalement de la puissance de l'anneau dans l'imaginaire médiéval, de son importance. Leur charge symbolique est considérable. Que l'anneau soit sacré ou profane, qu'il soit luxueux ou réalisé dans un matériau très simple, l'anneau double chaque fois sa fonction sociale d'une charge à la fois affective et spirituelle. C'est à la fois un signe d'autorité, c'est à la fois une puissance magique, un signe d'appartenance à une famille ou à un groupe, un signe d'alliance entre les époux, entre les jeunes amoureux. Et dans la conscience médiévale, si vous voulez, l'anneau est à la fois un signe, mais aussi une réalité. L'anneau, finalement, exerce un pouvoir réel sur le monde. Il constitue un moyen d'agir. Et dans le roman dont nous venons de lire un extrait, finalement, il y a deux anneaux qui nous importent. La dame qui a, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, offert un anneau à Lancelot, c'est la fée Viviane, la fée qui l'a enlevé à la mort de son père, qui a élevé Lancelot au fond de son lac et l'a instruit dans l'ordre de la chevalerie. D'un autre côté, la Dame d'Amour, vous avez évoqué le roman Courtois, et bien sûr, on y est, la Dame d'Amour, c'est la reine Guenièvre, qui elle aussi, de son côté, a offert en gage d'amour, cette fois, un anneau à Lancelot. Et c'est cet anneau que la fée Morgane, jalouse finalement de l'amour entre Lancelot et la reine, va voler au chevalier, le remplacer par un faux et faire croire ainsi à la reine Guenièvre que Lancelot a trahi son serment de fidélité amoureuse. Oui, et puis donc pour continuer en fait sur la suite un petit peu de cette histoire, finalement Lancelot va finir par retourner donc à la cour, retrouver donc Guenièvre et tous deux vont se rendre compte hein, finalement de la supercherie donc menée par la fée Morgane, à quel point donc elle les a
Elle les a dupés et on les retrouve justement donc, ici dans cette miniature peinte qui fait partie des collections justement donc, de la Bibliothèque nationale de France. On retrouve donc Guenièvre et Lancelot en train de comparer donc, leurs anneaux, hein, l'anneau initial donc, que tient Guenièvre et puis le faux anneau donc, qui a été remplacé par la fée Morgane que tient Lancelot. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'artiste de cette miniature peinte a placé les anneaux au centre donc, de la composition, comme pour marquer l'importance hein, de l'identification de la nature de ces anneaux, puisque finalement, cette identification, elle joue un rôle dans la réconciliation aussi hein, des deux amants. Et on le voit très bien ici. D'ailleurs, on peut qu'imaginer la suite de l'histoire puisqu'on est donc dans la chambre à coucher de la reine Guenièvre. Et si vous tracez des diagonales, effectivement, comme vous venez de le rappeler, les anneaux sont au centre de l'image et le lit va sceller la réconciliation, bien sûr, des amants. Au fond, on comprend que l'anneau soit, à cette époque, l'objet de toutes les convoitises, que l'anneau hors de la main, hors du doigt qui le porte, quand il roule dans le monde, il est perdu, il est volé, il est désiré, il est recherché. Enfin bref, il fait l'objet de 1000 aventures. Et le cercle intérieur, finalement, de l'anneau, si l'on peut dire, marque le dedans de l'intimité des êtres, marque l'amour, finalement, qu'il y a entre eux. Et la face extérieure de l'anneau, là aussi pour ainsi dire, s'ouvre, elle, au danger, aux maléfices, à toutes les aventures qui peuvent survenir, que ce soit dans l'ordre des cruautés, des illusions du monde, ou que ce soit dans l'ordre des bonheurs qu'on peut trouver dans la présence de cet exercice magique de l'anneau à l'intérieur du monde médiéval. Oui, et puis ce qui est intéressant, vous venez de le rappeler, c'est cette dualité entre intérieur et extérieur et la dualité aussi de l'anneau au sein même du roman de chevalerie, puisque on a un anneau qui est à la fois magique, mais aussi un anneau d'amour. Et sur cette idée notamment de l'anneau magique, on est finalement sur un poncif de la littérature, hein, puisque l'anneau magique, on va le retrouver dès l'Antiquité. On en a donc mention notamment avec la République de Platon, lorsqu'il évoque l'anneau donc, du roi lydien, donc Gygès. Et puis cet anneau magique, on va le retrouver bien évidemment dans les romans de chevalerie. Il en est question d'ailleurs encore une fois dans un roman donc, de Chrétien de Troyes, Les Aventures divines. Donc on a toujours cette dualité. Et cet anneau magique, il continue d'habiter en fait la littérature jusqu'à nos jours, au XIXe siècle, notamment avec en Angleterre. La redécouverte aussi des récits du Moyen-Âge qui vont inspirer notamment donc, une littérature, les littératures donc, de l'imaginaire, à la fois la fantaisie et le fantastique. Et puis plus proche de nous, au XXe siècle, hein, on va voir donc, le développement de l'héroïque fantasy avec donc, certains classiques, notamment donc, les chroniques de Narnia, où il est question d'un anneau qui permet de passer d'un monde à un autre. Hein. On est ici dans les années 50, et dans les années 50, il y a aussi un grand chef-d'œuvre de la littérature de l'heroic fantasy, qui est bien évidemment donc, le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Mais revenons du coup à cette dualité entre anneaux magiques et anneaux d'amour, puisque chez Lancelot, finalement, dans l'extrait qu'on a partagé, il y a vraiment cette importance de l'anneau amoureux. Il faut rappeler, Charline, l'anneau que vous évoquez, sa magie, c'est qu'il confère l'invisibilité. Complètement, oui, tout à fait. Et donc, celui oui, qui le porte, s'il tourne la pierre vers l'intérieur, n'est plus visible aux yeux des autres. Évidemment, dans les romans d'aventure, ça joue un rôle capital, ça permet des situations assez formidables. Et donc, pour ce qui est de revenir effectivement à l'amour, comme nous le savons encore aujourd'hui, l'anneau témoigne et réalise le lien finalement entre les fiancés, entre les amants, entre les époux. Mais c'est aussi qu'au-delà de l'être aimé,
au-delà de celui avec qui on se fiance, l'anneau que l'on porte doigt marque notre engagement avec le monde, avec l'univers. Finalement, on se fiance avec le monde tout entier. C'est aussi, pour revenir au roman, le lien finalement entre l'amour et le lecteur, ou entre le créateur et le spectateur du film, de ces films que vous venez d'évoquer à l'instant. Tout à fait. Alors, sur cette idée d'un bijou, finalement, hein, qui participe à l'union, je rebondis sur cette notion-là, qui participe donc à la rencontre amoureuse, on aimerait, si vous le voulez bien, donc s'attarder quelques instants sur un bijou de la créatrice française, donc Sylvie Corbelin. Il s'agit ici donc d'une paire de boucles d'oreilles qui illustre donc les deux protagonistes du roman de Madame de Lafayette, écrit donc en 1678, donc La princesse de Clèves. On a ici d'un côté donc cette fameuse princesse de Clèves et d'un autre côté donc le duc de Nemours. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que la princesse de Clèves, vous le voyez, donc, est parée et elle porte donc un ornement de tête qui donc est une ferronnière. C'est un type d'ornement donc qui ceint son front, qui était souvent composé donc d'une fine chaînette ou d'un fin galon de soie avec un élément donc central, une gemme, notamment une pierre ou une perle, ou éventuellement donc un camé. Et ce type donc d'ornement est caractéristique, très en vogue en tout cas, donc à la Renaissance. Donc on a un bijou ici qui fait écho en fait au cadre et à la temporalité du récit donc de Madame de Lafayette. Et on a d'ailleurs l'utilisation donc de perles naturelles donc baroques qui renforce également cette idée-là, hein, puisque les perles baroques sont très usitées hein, dans la composition des bijoux du XVIe siècle. Et puis, si on s'attarde sur l'attitude des personnages, on a donc une princesse de Clèves qui semble adopter une attitude similaire à celle que l'on va pouvoir retrouver donc, au sein du roman donc, de Madame de Lafayette lorsqu'elle tente de lutter donc, contre sa passion donc, pour le duc de Nemours. On peut même se permettre d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse puisque c'est assez intéressant. En fait, on a choisi ici donc, deux pendants d'oreilles, deux pendants d'oreilles qui vont venir se placer de part et d'autre donc de la tête qui est donc le siège de la raison, et il faudra donc raison garder hein, pour Madame, donc pour la princesse de Clèves, pardon, pour donc ne pas céder à son amour pour donc le duc de Nemours. Alors effectivement, la passion amoureuse confrontée au devoir est ce qui intéresse Madame de Lafayette. La tradition scolaire a fait de La princesse de Clèves, et le mot évidemment accablant est un triste mot, un roman d'analyse. En réalité, il s'agit d'un roman d'amour et d'un amour-passion. Alors, moins d'aventures et de péripéties, d'accord, ouais, bien sûr, mais l'intensité et la complexité du sentiment amoureux, voilà ce qui intéresse Madame de Lafayette, dès lors, comme vous l'avez rappelé, que, âgée de 14 ans, Mademoiselle de Chartres arrive à la cour d'Henri II et elle va rencontrer, tout à fait par hasard, elle va rencontrer le prince de Clèves qu'elle va épouser sur le conseil de sa mère, alors que c'est du duc de Nemours, comme vous venez de le rappeler, qu'elle va tomber passionnément amoureuse. Et il faut nous arrêter, si vous le voulez bien, aux circonstances de la première rencontre entre les futurs époux, le prince et la future princesse de Clèves. C'est en effet chez un bijoutier que cette rencontre a lieu et que le prince de Clèves découvre finalement cette jeune femme dont il va tomber immédiatement amoureux. Le coup de foudre donc est immédiat, et voilà ce qu'en dit merveilleusement Madame de Lafayette. Je cite le texte, bien sûr, je cite le roman. Le lendemain qu'elle fut arrivée,
elle alla pour assortir des pierreries chez un Italien qui en faisait commerce pour tout le monde. Cet homme était venu de Florence avec la reine et s'était tellement enrichi dans son trafic que sa maison paraissait plutôt celle d'un grand seigneur que d'un marchand. Comme elle y était, le prince de Clèves y arriva. Il fut tellement surpris de sa beauté qu'il ne put cacher sa surprise et demeura si touché de l'air modeste qu'il avait remarqué dans ses actions qu'on peut dire qu'il conçut pour elle, dès ce moment, une passion et une estime extraordinaires. Alors, à l'écoute de cet extrait, est-ce que finalement on ne peut pas faire un rapprochement entre la princesse de Clèves et un joyau présenté ici dans un écrin, dans une sorte de boîte à bijoux? Est-ce qu'on peut se permettre ce rapprochement? Non seulement on peut se permettre, mais il faut absolument effectuer ce rapprochement. Le lieu de rencontre est évidemment capital. Il commande le motif de l'éclat qui va être présent tout au long du roman. Éclat des fêtes à la cour du roi Henri II, éclat des parures, éclat finalement des sentiments glorieux, héroïques. C'est même, vous voyez jusqu'où cette passion de l'éclat est portée à cette époque, que c'est pour donner à la cour un divertissement d'un plus grand éclat, dit Madame de Lafayette, que le roi réclame un tournoi au cours duquel un éclat de la lance du comte de Montgomery va se ficher dans l'œil du roi de France et causer sa mort. Rien donc d'étonnant, comme vous venez de le rappeler, si Mademoiselle de Chartres brille au milieu des bijoux, joyaux finalement parmi les joyaux. C'est aussi, on peut le dire, il y a une vérité historique derrière, qu'à l'époque, la joaillerie italienne soutenue par Catherine de Médicis, va s'installer à Paris et, on peut le dire, commencer par y faire fortune. Oui, alors c'est vrai qu'on s'est attardé sur un exemple contemporain, mais il faut savoir qu'au XVIe et au XVIIe siècle, on a des joailliers, des orfèvres italiens qui vont connaître des privilèges royaux. Et en exemple, on a notamment la famille Mellerio qui va arriver à la cour de France au tout début du XVIe siècle. Et puis, quelques années plus tard, en 1613, c'est une famille qui va obtenir un privilège exceptionnel de la part de la régente, Marie de Médicis, qui va leur accorder sa protection, mais aussi leur assurer le droit d'exercer leur activité de marchand d'objets d'art à Paris, mais aussi sur tout le territoire. Et bien évidemment, c'est un privilège qui va leur assurer le succès, mais aussi le prestige qu'on connaît par la suite. Bien sûr, et puisque bijoux il y a, puisque nous traitons des rapports entre bijoux et littérature, c'est d'Italie que la Pléiade va importer et imposer le sonnet qui va devenir la forme dominante de la poésie française. Et là, on peut dire vraiment que le sonnet, voilà un vrai bijou dans la littérature qui nous vient alors d'Italie. Oui, et sur ce rappel du sonnet et notamment de la Pléiade, on pourrait s'attarder sur la lecture du recueil de Rémi Belleau qu'il a écrit en 1576, qui s'intitule Amour et nouveaux échanges des pierres précieuses. Et le poète Rémi Belleau, dans ce recueil, il donne, j'ai envie de dire, tout son éclat, tout son brillant à la langue française. Je rebondis sur la notion d'éclat qu'on évoquait avec Madame de Lafayette. Cette notion, finalement, elle est déjà présente dans la poésie de Belleau. Et Belleau, dans ce recueil, d'un vers à l'autre, il va finalement accumuler les gemmes. Il va mettre en place une sorte d'énumération, de profusion. Et ce principe d'accumulation qu'on retrouve chez Belleau, il n'est pas propre en fait à la poésie, puisqu'on va le retrouver quel que soit le genre littéraire.
Bien sûr, le battement rythmique de l'énumération est essentiel, évidemment. Il commande finalement l'accumulation, la profusion, la générosité du poème qui devient épique. Mais comme vous venez de le dire, on trouve aussi ce principe en dehors de la littérature et on touche quasiment à l'origine de l'écriture dans les premières civilisations de l'écrit à travers des catalogues qui vont être mis en vente par Gersaint au XVIIIe siècle. Catalogues qui sont l'occasion de passer en revue les objets mis en vente, et on l'évoquait tout à l'heure, les bijoux qui vont rouler dans le monde finalement grâce à ces catalogues. Et vous voyez ici une première liste finalement, à l'occasion, par exemple, d'un héritage, à l'occasion d'un décès, une mise en vente d'objets qui vont être mis aux enchères. Et vous voyez, on peut citer les premiers éléments, par exemple, qui apparaissent sur cette liste. Une bague composée d'un rubis balai de forme octogone et de 4 petits diamants brillants blancs sur le corps, une autre bague de grenat, une belle hyacinthe montée en bague et à jour, etc., etc. Oui, et là on est en présence de Edmé François Gersaint, qui est un grand marchand du siècle des Lumières, ami de Watteau, marchand de tableaux et autres curiosités, et qui a d'ailleurs fait l'objet de recherches menées par Guillaume Glorieux, qui a démontré l'importance de Gersaint en fait comme acteur du marché de l'art. Gersaint, c'est quelqu'un qui va user en fait de stratégies commerciales audacieuses, comme le développement notamment des ventes aux enchères, et pour cela il va inventer un genre inédit qui est donc le catalogue raisonné. Le catalogue raisonné en fait c'est un outil d'instruction où on va pouvoir retrouver des éléments de biographie d'artistes, également des informations sur les attributions, sur les techniques, sur les matières des objets qui sont mis en vente aux enchères. Et avec ce nouveau type d'imprimé, on va retrouver cette idée de l'énumération, de l'accumulation, de la profusion, qui donne un effet tout à fait merveilleux finalement à la lecture de cette liste. Absolument, et il arrive, comme aujourd'hui dans des magazines, comme aujourd'hui dans des catalogues d'exposition, de mise en vente, que l'accumulation s'interrompe un instant pour mettre en valeur un objet particulièrement extraordinaire et dont Gersaint, justement, a l'habileté de reproduire la gravure, de nous montrer la gravure comme on le ferait d'une photographie de nos jours. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est justement que la description qu'en fait Gersaint dans le catalogue raisonné finit par avouer son impuissance, puisque au même titre qu'aujourd'hui on va photographier les bijoux dans les catalogues de vente aux enchères, eh bien Gersaint va proposer de faire graver et de publier cette parure à l'échelle 1, où il est dit dans le texte à sa juste grandeur. On est ici avec une parure qui est tout à fait dans le goût de l'époque, dans le goût du XVIIIe siècle, avec un collier, des boucles d'oreilles de type girandole et une aigrette. Et il est dit d'ailleurs dans le texte que les pierres sont taillées à l'indienne. Donc on a l'évocation de l'Inde, ce qui nous permet une résonance avec ce pays où au XVIIIe siècle on va avoir de nombreux échanges commerciaux, et notamment sur les pierres précieuses, et on pense principalement au voyage effectué par le célèbre marchand et négociant Jean-Baptiste Tavernier. Alors, vous évoquez Tavernier, Charline, et bien sûr, à travers Tavernier, c'est tout un monde de découvertes, c'est tout un monde d'aventures qui nous revient et auquel, finalement, puisque romanesque il nous faut revenir. Avec, si vous le voulez bien, en point de mire, non pas
l'Inde orientale dont Tavernier s'est fait le spécialiste, mais plus modestement, plus proche de nous, l'Angleterre vers laquelle va chevaucher le chevalier d'Artagnan, le mousquetaire du roi, dans le célèbre roman d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. Oui, tout à fait. On peut s'attarder sur ce classique de la littérature française, mais avant ça, je voudrais que on parte à la rencontre donc d'une des protagonistes, justement, du roman d'Alexandre Dumas, qui n'est autre qu'Anne d'Autriche. Anne d'Autriche ici donc peinte par Rubens. Elle est donc ornée d'une parure de diamants et de perles. Et à l'extrémité de sa ceinture, on le voit, on a donc un nœud en étoffe. Et ce nœud en étoffe donc, se termine donc, par deux ornements métalliques qui sont donc ces ferrets, ces fameux ferrets qui agitent l'intrigue donc du roman de Dumas. Alors ce type d'ornement, c'est un type d'ornement qui peut être aussi bien en métal précieux qu'en métal commun, qui va pouvoir être décoré donc, à la fois de diamants, de perles ou d'un travail d'émail. C'est le cas notamment avec cet exemple proposé par René Lalique dans un goût Renaissance. On est ici avec un ornement qui a une dimension fonctionnelle, puisque en fait les ferrets, c'est un petit embout métallique qui va venir donc compléter l'extrémité d'un lacet et qui va permettre plus aisément à celui-ci de coulisser dans les œillets. Donc une dimension fonctionnelle qu'on va retrouver donc, au Moyen-Âge et à la Renaissance, et puis à partir du XVIIe siècle, on a un ornement qui va se faire plus décoratif. Et on sait dans l'inventaire après décès d'Anne d'Autriche, qui date de 1666, que la reine donc, possédait plusieurs séries d'une douzaine de ferrets, notamment en or et en acier. Il n'est pas mention de ferrets en diamant dans son inventaire, puisque c'est finalement, j'ai envie de dire, le texte de Dumas qui donne tout son mystère, toute cette fascination aux ferrets en diamant que la reine a pu porter. Et en effet, ce sont les ferrets de la reine qui sont au cœur de l'aventure, qui sont au cœur des recherches menées par d'Artagnan, qui va gagner l'Angleterre dans le roman des Mousquetaires, qui, je le rappelle, a d'abord été publié en feuilleton en 1844, et feuilleton oblige, évidemment, il s'agit de captiver le lecteur, de renouveler son attention tous les matins, va multiplier donc les rebondissements tout au cours du roman pour captiver le lecteur. Et le roman raconte la façon dont d'Artagnan va tâcher de récupérer les ferrets que la reine de France, Anne d'Autriche, a imprudemment offert au duc de Buckingham, alors que le roi de France lui-même les lui avait donnés. Averti par ses espions, le cardinal de Richelieu, le Premier ministre, va chercher à mettre la reine en défaut aux yeux de son époux, et il va ainsi suggérer au roi d'imposer à la reine de porter ses ferrets au bal donné par les échevins de Paris. Voyez comme la machination est en place, la machination est montée. « Madame, dit le roi avec majesté, il y aura incessamment bal à l'hôtel de ville. J'entends que, pour faire honneur à nos braves échevins, vous y paraissiez en habit de cérémonie, et surtout paré des ferrets de diamants que je vous ai donnés pour votre fête. Voici ma réponse. » La réponse était terrible. Anne d'Autriche crut que Louis XIII savait tout. « Vous entendez, madame, reprit le roi, qui jouissait d'ailleurs de cet embarras dans toute son étendue, mais sans en deviner la cause. Vous entendez ? » ?»« Oui, sire, j'entends, balbutia la reine. »« Vous paraîtrez à ce bal ? » ?»« Oui. »« Avec vos ferrets ? » ?»« Oui. »« C'est bien, dit le roi en se retirant, c'est bien, j'y compte. » La reine fit une révérence, moins par étiquette que parce que ses genoux se dérobaient sous elle. Aussi, en présence du malheur
qui la menaçait éclata-t-elle en sanglots. Oui, alors avec cet extrait, on ne peut qu'être sensible face au désespoir d'Anne d'Autriche. C'est un extrait qui permet aussi de comprendre à quel point finalement les bijoux sont importants, enfin les ferrets sont importants au sein de la trame narrative. C'est un extrait qui nous permet de comprendre aussi pourquoi finalement le roman de Dumas a fait l'objet de nombreuses adaptations cinématographiques. Je rebondis avec l'univers du cinéma. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les différentes adaptations cinématographiques, justement, les ferrets ne sont jamais représentés avec exactitude, puisque dans la version de 1948 avec Lana Turner et Jane Kelly, on est plutôt sur des boutons ou des broches en diamant, et puis dans la version plus récente, il me semble, de Martin Bourboulon, on est plutôt sur un collier de pampilles. Donc, on le voit, finalement, les ferrets sont importants au sein de la trame narrative, mais jamais véritablement représentés pour ce qu'ils sont vraiment, alors qu'il existe une proposition de reconstitution des fameux ferrets de la Reine. C'est une proposition qui a été faite par l'orfèvre parurier, donc Stéphane Marant, qui est donc spécialisé dans la reconstitution de parures historiques. On lui doit notamment la reconstitution d'une parure de perles de l'impératrice Joséphine, mais également donc, la reconstitution du fameux collier de la reine Marie-Antoinette, qui fait écho d'ailleurs à un autre roman de Dumas. Et donc cette proposition de reconstitution, vous pouvez donc aller la voir au château de Monte Cristo, qui est au domaine de Marly, l'ancienne demeure en fait d'Alexandre Dumas. Oui, si on peut se permettre de jouer avec les mots, mais enfin c'est le rôle de la littérature, on peut dire que sans même connaître, sans même avoir une idée de ce qui est un ferret, le lecteur se trouve comme le poisson pris au piège, ferré par l'hameçon du récit. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Alexandre Dumas, le 19e siècle, le roman historique du 19e siècle, qui est le siècle du progrès, qui est le siècle de la civilisation bourgeoise, qui est le siècle de la modernisation industrielle de la France. Donc lui, de son côté, le roman historique ressuscite les bijoux du passé, alors qu'au même moment, de grands écrivains, un grand mouvement littéraire qui est celui du Parnasse, va montrer une passion formidable pour les bijoux contemporains, au point justement de créer cette esthétique qui veut que l'œuvre poétique soit elle-même un bijou. Non seulement s'inspire du bijou, au fond, pour retrouver une occasion de description d'objets magnifiques, d'objets précieux, mais deviennent elles-mêmes, l'écriture se transforme elle-même en bijou. Esthétique du Parnasse qui est rapidement débordée, qui est rapidement emportée, et c'est sur ce point qu'on va s'arrêter un moment, par la littérature décadente, la littérature dite de la fin du siècle, comme va en témoigner cet extrait que vous allez nous lire, Charline, cet extrait d'À rebours de Joris Karl Huysmans en 1884, l'un des pères fondateurs, si on peut dire, de la littérature décadente, extrait dans lequel Huysmans nous décrit la danse de Salomé qu'il vient de découvrir, puisqu'il s'agit d'un tableau de Gustave Moreau, au Salon de 1876. Et il nous dit « Ces bracelets, ces ceintures, ces bagues crachent des étincelles. Sur sa robe triomphale, couturée de perles, ramagée d'argent, lamée d'or, la cuirasse des orfèvreries, dont chaque maille est une pierre, entre en combustion. Croise des serpenteaux de feu, grouille sur la chair mate, sur la peau rostée, ainsi que des insectes splendides aux élytres éblouissants. Marbrés de carmin, ponctués de jaune aurore, diaprés de bleu d'acier, tigrés de vert pan. » Alors, ce qui est intéressant donc, ici avec cet extrait d'À rebours de Huysmans, on l'aura compris, on est
très loin des aventures de Dumas. On est même loin finalement du naturalisme de Zola, dont Huysmans est notamment proche dans ses premières œuvres. On a ici finalement la publication d'un manifeste antisocial, puisque À rebours, c'est un roman où il ne se passe rien. On est vraiment dans la description. Et chapitre après chapitre, on va décrire justement l'intérieur de la demeure de Fontenay-aux-Roses, où s'est retiré le protagoniste de l'histoire, qui est l'esthète et dandy Jean Floressac des Esseintes, où il s'est retiré pour pouvoir profiter des trésors de sa bibliothèque, de sa collection de parfums, de fleurs, mais aussi de gravures anciennes, et notamment une gravure de l'œuvre de Gustave Moreau, qu'il commente dans ce chapitre, sur cette idée de la danse, justement, ruisselante de pierreries, de Salomé. Elle évoque d'autres danses qu'on va retrouver dans la littérature de la seconde moitié du XIXe siècle. Alors, dans la seconde moitié du XIXe siècle, une des figures dominantes de la littérature, c'est celle de Salomé. C'est la danse de Salomé pour réveiller, comme on dit, l'essence assoupie du vieil Hérode. Ce motif de la danse, on le retrouve aussi, il faut le rappeler, dans Les Fleurs du Mal de Baudelaire, où là, puisque bijoux il s'agit, souvenez-vous du poème Les Bijoux, qui précisément a été une des pièces condamnées par la justice et interdite dans le recueil des Fleurs du Mal. Et d'ailleurs, Baudelaire lui-même s'insurge finalement contre cette poétique parnassienne de l'objet fini, de l'objet joli, de l'objet finalement totalement achevé. Dans son œuvre, pour ce qui est de Baudelaire, la femme se partage entre le rayonnement sculptural de la Vénus antique finalement et ce qui va devenir quelques années plus tard, après Les Fleurs du Mal, la délicatesse morbide de celle qu'on appellera la femme fatale dans la littérature fin du siècle, dont Harbour, nous venons de le rappeler, était l'un des grands des représentants majeurs. Oui, tout à fait. Et sur cette idée de morbidité et d'artifice, on peut s'attarder sur un chapitre notamment d'À rebours, où il est question d'une tortue vivante que Jean des Esseintes veut transformer en gigantesque bijou. En fait, Jean des Esseintes a l'extravagance de vouloir parer la carapace de l'animal de gemmes exceptionnelles pour pouvoir l'assortir à son tapis. Et donc dans le texte de Huysmans, on va retrouver cette énumération, on retrouve cette notion dont on parlait précédemment, on va retrouver cette énumération, cette profusion notamment de gemmes exceptionnelles. Il faut savoir que Jean des Esseintes va choisir avec précision les différentes pierres pour orner le dos, la carapace de l'animal, et il va d'ailleurs mettre de côté en fait les pierres qui sont selon lui un peu trop convenues. Que sont le rubis, le saphir, l'émeraude et le diamant, pour pouvoir se concentrer sur des pierres qu'il décrit comme des chrysobéryls vert asperge ou des péridots vert poireau. Donc on est vraiment dans une certaine forme d'extravagance, d'excentricité. Et finalement, on sait que la tortue de Jean des Esseintes va finir par mourir sous le poids de toutes ces pierreries, au même titre d'ailleurs que Jean-Baptiste meurt au prix de la danse de Salomé. On peut dire que Huysmans en fait trop, Charline, que vraiment il exagère et que c'est cette outrance qui caractérise finalement la littérature décadente. Il va jusqu'au bout finalement de cette logique de la fascination, et c'est ce rapport à la surenchère qui d'une certaine manière nous intéresse dans À rebours, nous captive dans À rebours. Le paradoxe est qu'à la fin du XIXe siècle, on a d'un côté la littérature qui se passionne pour
la minéralité du mot rare, pour d'une certaine façon la densité d'un mot exceptionnel, comme finalement il y a la minéralité de la pierre, mais qui cherche donc cette rigidité du mot précieux, au fond aussi précieux que les pierres qui sont présentes et inscrites dans le texte. Donc d'un côté, cette recherche finalement, cette passion de la littérature du texte rare, et de l'autre, à l'inverse finalement, dans le monde de la joaillerie, un bijou qui va prendre son envol, un bijou qui va dénier finalement le poids de la pierre, la richesse apparente, si vous voulez, de la pierre, pour se transformer en libellule, pour se transformer en papillon, et au fond, comme sur cette magnifique anémone de René Lalique, sans oublier la teinte maladive, finalement, nous l'avons rappelé, la nuance de la morbidité fort attachée, évidemment, à la littérature fin de siècle, mort de la tortue, mort de Jean-Baptiste, dans cette anémone fanée, puisque c'est de ça qu'il s'agit, la mort de l'anémone, représentée elle-même dans le monde de la joaillerie. Oui, tout à fait. On va arriver au bout de ce voyage à travers donc le temps, les bijoux et la littérature. On avait envie tout de même de s'attarder sur un exemple donc, du XXe siècle. Et pour ce faire, donc on va vous partager donc un extrait d'un poème de Louis Aragon qui s'intitule « Les yeux d'Elsa », qui fait partie du recueil donc, Les yeux d'Elsa, pardon. Le poème s'intitule donc Elsa Valls. C'est un recueil qui a été publié en 1942 et je vous lis donc ce que Louis Aragon nous en dit. Tu faisais des bijoux pour la ville et le soir, tout tourné en collier dans tes mains d'opéra. Des morceaux de chiffon et des morceaux de miroir, des colliers beaux comme la gloire, beaux à n'y pas croire. Elsa Valls et valsera. J'allais vendre aux marchands de New York et d'ailleurs, de Berlin, de Milan, d'Ankara, ces joyaux faits de rien sous tes oies orpailleurs, ces cailloux qui semblaient des fleurs, portant tes couleurs, Elsa Valls et valsera. Ici, bien sûr, comme vous venez de le rappeler, Louis Aragon rend hommage finalement à la double figure d'Elsa Triolet. Triolet à la fois écrivaine, à la fois poète, et puis en même temps qui, à la fin des années 1920 et au début des années 1930, pendant 3 ou 4 ans en tout cas, va laisser sa plume de côté, donc va carrément laisser sa plume de côté pour s'intéresser à la conception, à la création de bijoux de mode pour certains grands noms de la haute couture. Oui, tout à fait. Alors, on vous invite à découvrir donc l'article qui est consacré donc à Elsa Triolet dans le dossier numérique donc bijoux et littérature sur le site de la BNF, les essentiels. Rapidement, ici, ce qui est intéressant, on le voit, on a un bijou donc réalisé par Elsa, qui est un collier où on retrouve le motif de la rose, la fleur, le motif de la fleur qu'elle porte également donc, en broche. Ce motif, c'est un motif qui va accompagner Elsa aussi bien dans la création de ses bijoux, mais aussi dans son œuvre littéraire, hein, notamment avec Rose à crédit, qu'elle écrit en 1959. Et puis, on a cette fleur, la rose, qui va devenir un emblème aussi de l'écrivaine, hein, lorsque Agnès Varda va lui consacrer, lui dédier donc un court-métrage en 1966 qui s'intitule donc Elsa la rose. Voilà, donc on a des roses en littérature, des roses sur le bijou. On avait envie de terminer donc, avec cette figure d'écrivaine parurière d'Elsa qui incarne parfaitement finalement ces deux univers de création que sont le bijou donc, et la littérature. Alors, avant de passer donc, sur les quelques questions, les actualités
de l'école. La prochaine conférence qui aura lieu le vendredi 28 juin et qui sera consacrée à l'émeraude en Asie, du mythe à la réalité. Et puis vous pouvez retrouver bien évidemment toutes les actualités de l'école sur ces différents campus, Paris, Hong Kong, Shanghai et bien évidemment Dubaï. Alors, on va prendre quelques questions parce que je crois qu'on a un petit peu débordé sur le timing. Alors, une question, y a-t-il des liens d'amitié ou de clientèle entre certains bijoutiers, joailliers et écrivains au XIXe siècle? Oui, alors il y a des liens d'amitié, il y a des liens de clientèle. On a par exemple, notamment pour ce qui est de la première moitié du XIXe siècle, Honoré de Balzac et également Eugène Sue, qui est l'auteur des Mystères de Paris, qui vont correspondre avec François-Désiré Froment-Meurice, qui est orfèvre joaillier romantique. On a toute la correspondance entre les deux hommes, que ce soit Eugène Sue et Froment-Meurice, et également Balzac. Et on a d'ailleurs Eugène Sue qui va comparer Froment-Meurice à Benvenuto Cellini, qui est l'orfèvre, le grand orfèvre de la Renaissance. C'est une période où on redécouvre justement les mémoires de Benvenuto Cellini dans les années 1830, et on a cette comparaison qui va se faire avec les écrivains de la période romantique, et qui vont placer François Froment-Meurice un peu sur ce piédestal. Et puis pour ce qui est peut-être un autre exemple peut-être de la fin du XIXe siècle, on a des liens de clientèle entre notamment Robert de Montesquieu et René Lalique. Robert de Montesquieu, c'est quelqu'un qui va d'ailleurs dédier un de ses poèmes à René Lalique, un poème sur l'opale, une pierre que Lalique place sur le devant de la scène dans ses compositions fin de siècle. Et puis, pour ce qui est des liens d'amitié ou de clientèle plutôt sur le XXe siècle, eh bien, je vous invite peut-être à aller consulter le dossier numérique bijoux et littérature sur le site de la BNF, puisqu'on a un article notamment qui est consacré à cette période et donc à cette thématique. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, le dossier numérique de la BNF s'intéresse-t-il uniquement à la littérature française, et quels genres littéraires sont privilégiés? Alors, le dossier de la BNF est un dossier qui met en effet en avant la littérature française, puisque on a un très gros fonds finalement dans les collections de la Bibliothèque de France, mais on a essayé à travers ce dossier de faire voyager aussi notre lecteur, puisque on va faire quelques excursions dans la littérature anglo-saxonne. On va notamment aborder aussi certains auteurs italiens comme Gabriele D'Annunzio. On va partir aux États-Unis avec la romancière Nathalie Clifford Barney, ou encore Edith Wharton. Et puis on a aussi essayé de proposer
des écoutes immersives de contes pour enfants qui sont des contes du monde. Donc là, on va vraiment faire rayonner la littérature du coup sur tous les territoires. Et on a finalement valorisé tous les genres littéraires, hein, que ce soit aussi bien le poème, le mythe, le roman, le nouvelle. On a même été chercher du côté des correspondances d'artistes, hein, vous l'aurez compris, et également donc des mémoires. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, pas d'autres questions. Eh bien, écoutez, on était ravis de pouvoir partager ce moment avec vous. On espère qu'on vous a donné envie peut-être de vous replonger dans ces classiques de la littérature. Si c'est le cas, en tout cas, pari tenu de notre côté. Et n'hésitez pas donc à aller découvrir ce dossier numérique bijoux et littérature qui fera plein de rebonds sur des notions qu'on a abordées ce soir. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.